Bonjour et bienvenue dans mon atelier. T'as vu un peu la voix et tout. Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon atelier. On voit que c'est un métier. Bonjour Lisa et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Histoire d'artisan revalorise le savoir-faire manuel et intellectuel des artisans d'art. Pour cela, nous accompagnons les entreprises à innover en intégrant les artisans d'art comme experts en matériaux. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Charles Balleret, coutelier. Cet épisode a été enregistré avec masque, vous l'entendrez sûrement. Avec Charles, nous parlons de culture geek, de la place de la femme dans la coutellerie et le besoin de retrouver du lien entre la main et la tête. J'espère que nos nombreux débats vous passionneront autant que nous. Belle écoute! Bonjour Charles et merci de m'accueillir dans ton atelier. Très beau, hein, en pleine période de Covid. Oh bah oui, Incroyable. je suis ravie d'avoir une excuse pour sortir de chez moi. Et moi qui suis en fermeture administrative, je suis grillé quoi. Non, je suis en semi-fermeture administrative. Mais tu peux toujours produire. Absolument. Oui, Donc en temps de production, je peux être ouvert. voilà. Pour recevoir pour les ateliers, par contre, c'est juste pas possible. Mais c'est pas le Ouais. cas. Donc bienvenue quand même. ma chère. Eh bien, merci Charles. J'ai mis un petit rituel en place depuis quelques épisodes. Ouais, ah, oh, C'est, oui. oulala, Oui, mon Dieu, mon Dieu. c'est de parler des préjugés de ton métier. Ah, bah Donc- tu vois, j'en ai pas mal sur le sujet. Oh mais Charles. Oui, attends. Ah non, hein. Oh non, hein. Si, ça y est. Tu l'as mis en silencieux? Non, je pourrais le mettre en silencieux. Là, je l'ai juste mis en tais-toi. Alors attends, bouge pas, je vais mettre en silencieux. Mais j'ai besoin de mettre mes lunettes quand même pour ça. Gna. Moi j'ai mis en mode avion, hein, au moins. Ah oui, c'est pas de ça, distraction. c'est ça. Mode avion, mais il est où ce con de mode avion? Ah, le voilà, mode avion. Voilà sa réaction, il fait blic. Bon, hop, Très bien. oui, ça y est. Donc, je reprends. Charles, ça fait plusieurs épisodes que j'ai mis en place un petit jeu de début d'épisode. C'est de parler des préjugés qu'on peut avoir sur ton métier. Ah, ok, pas les préjugés que moi j'ai, les préjugés Non. que les gens ont sur le métier. Oui, exactement. Ok. Et donc j'en ai noté 4. Vas-y, Et tu envoie. vas me dire Oui. si c'est Vrai ou faux. si c'est vrai ou faux. Donc se dit si les préjugés sont vrais ou si les préjugés sont faux. Exactement. Et Ou tu si- expliques pourquoi les préjugés sont vrais ou très faux. bien. Vas-y, envoie. Donc le premier préjugé qu'on peut avoir, c'est un coutelier ne fabrique que des gros couteaux. Ah, je vois un peu où est-ce que tu veux en venir avec cette histoire de couteau. Non, c'est pas vrai. Je sais. Alors, moi, j'ai jamais entendu parler de ce préjugé-là. J'ai un autre préjugé, mais on verra si tu l'as énuméré. Moi, en tout cas, je considère pas du tout ça comme ça. Alors, déjà, primo, parce que je suis phobique des couteaux au départ. Non, mais je te jure, les grands couteaux de trucs de psychopathes, genre Chucky, les trucs, ça m'angoisse. Donc, déjà, voilà. Gros couteaux de cuisine. Les gros couteaux de cuisine et tout, sur, tu sais, les grands trucs. Ouais. Voilà. Après, en même temps, je suis déjà allé dans des salons de coutellerie et c'est vrai qu'il y a pas mal de couteliers qui fabriquent des grands couteaux. Des couteaux d'homme, tu sais, parfois, tu me demandes si c'est pas pour découper du buffle. Moi, j'ai fait un petit parisien qui a un couteau pour couper le sauciflard et le fromage, qui n'a pas d'autre prétention que ça, et que j'ai même fait avec une lame de marin, avec une lame vers le bas, parce que c'est moins perforant que les autres couteaux. Parce que je suis phobique au départ des couteaux, je voulais pas un truc qui soit associé au côté arme, quoi, tu vois, Ok. au côté négatif, la connotation un peu négative, en plus maintenant, que peut avoir l'objet couteau. Je voulais être sûr que, et je l'ai appelé le couteau du gentleman de l'apéro pour être parfaitement sûr que sa destination était claire pour tout le monde, enfin tu vois, voilà. C'est pour le saucisson, C'est- c'est tout. C'était sensiblement ce que je voulais exprimer, absolument. Donc, ils fabriquent tous des... non, en tout cas moi non. Très bien. Moi, Donc, c'est un moi, vrai préjugé. c'est un vrai préjugé, c'est vrai, absolument. Le deuxième préjugé, c'est le coutelier ne fabrique que la lame du couteau. Bah non, bien sûr que non. Il y a même dans les manuels de coutellerie, les anciens manuels de coutellerie, mais genre je te parle de trucs qui datent du XVIIe siècle, hein, qui sont sourcés à la BNF et tout, enfin tu vois, qui t'expliquent bien, il y a des chapitres sur le travail du manche, non, pas du tout. Pas du tout. Ils bossent pas que la lame, et je vais même te dire un truc, quand je m'intéressais à l'histoire de la coutellerie et des corporations et tout ça, le coutelier avait le droit, tu sais à l'époque où il y avait des corporations, c'était tout bien rangé, tu pouvais pas faire un truc qui n'était pas dans ta corpo et machin. Là, je te parle vraiment limite du Moyen-Âge, quoi. Hein. Oui, j'allais dire cette Ouais, c'est ça, c'est sensiblement le Moyen-Âge. Le coutelier avait le droit
de faire et l'acier, et la lame, le ressort, le travail du manche, travailler l'ivoire, alors, tu vois, il pouvait même faire les incrustations d'or et tout ça, c'était dans ses attributions. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé beaucoup, le coutelier a la chance de bosser sur plein de matières différentes, donc ce qui rend le métier fun, quoi. Mais c'est un des artisanats qui a le plus de casquettes en fait. Ouais, parce que la ferronnerie est très axée sur le métal, pas nécessairement le fer d'ailleurs, enfin ni l'acier. Ils font très souvent du laiton, enfin tu vois, il y a plein de choses plus élaborées que juste les grandes rampes d'escalier, quoi. Je sais plus comment ça s'appelait, bon voilà. Et en effet, l'ébénisterie, la menuiserie, tout ça, ils bossent que le bois. Donc ouais, on a plusieurs casquettes. On fait un peu de plein de trucs en tant que coutelier, tu vois. On n'est pas aussi spécialisé qu'un ébéniste sur le bois, on n'est pas aussi spécialisé, et encore un ferronnier c'est une spécialisation très particulière parce que les traitements de coutellerie de l'acier ne sont pas les mêmes choses que de la ferronnerie, donc non. Ça, pour le côté métallier c'est autre chose. Ils font beaucoup de soudure, nous on en fait très peu, à part pour le damas, on fait très peu de soudure, et encore on ne soude pas à l'arc, enfin bon bref, je ne sais pas si c'est des détails techniques, mais oui, c'est hyper varié, absolument. Tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est le damas ? Le damas... L'acier damas, c'est du feuilletage d'acier, c'est-à-dire c'est de l'acier qui, à la forge, est soudé. C'est des aciers de nuances différentes que tu soudes ensemble, que tu étires et que tu replies, comme de la pâte feuilletée, quoi, que tu fais en cuisine, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas la faire en cuisine, mais en coutellerie, je sais la faire. Et c'est du feuilletage d'acier, et après, quand tu le révèles à l'acide, les différences, comme tu as mis des aciers de nuances différentes, ils vont être bouffés par l'acide d'une façon différente, donc tu vas avoir des motifs qui vont apparaître. Voilà. Ok. Le troisième préjugé, c'est un coutelier, ça n'existait qu'au Moyen-Âge. Alors, je présume que ça existait même encore avant, le métier de coutelier, parce que le couteau étant quasiment le plus ancien outil, en réalité. Alors, même quand ils étaient faits en pierre, c'était déjà des instruments pour couper, des silex, et ça va couper. C'est quasiment de la coutellerie, mais de la coutellerie en caillasse, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, oui. C'est l'outil le plus vieux du monde, quasi, quoi. Avec le caillou pour éclater la gueule du voisin. Mais là, c'est pas un outil, c'est une arme, quoi. Ou avec la masse, tu vois. Mais évidemment que c'est pas juste au Moyen-Âge, puisque l'homme a toujours eu besoin d'avoir des outils tranchants. Que ce soit comme outil, que ce soit pour faire la guerre, enfin, tu vois. Les Vikings, ils étaient avant le Moyen-Âge, alors même ils étaient au début du Moyen-Âge, mais ils faisaient déjà des sublimes épées. Les épées, ça date pas de là, les Grecs en avaient déjà, elles étaient en bronze. C'est de la coutellerie en fait. Sans que ça soit ils n'étaient pas couteliers, c'est un forgeron, il fabriquait ses trucs et puis roule ma poule, quoi, tu vois. Mais donc non, ça date de bien avant et ça existe encore. Et ça existera pendant encore très longtemps, on espère. Et alors, coutelier artisan, peut-être pas, je sais pas, même s'il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat, parce que ça correspond plus à ce que les gens attendent aujourd'hui, et puis parce que tu fabriques des outils qui sont plus viables. Comme aujourd'hui, les grands fabricants, alors je parle des très très grands fabricants de couteaux qui fabriquent du couteau au kilomètre, où tu achètes un couteau à 10 balles ou à 20 balles, voilà, qui est très bien pour le prix que tu l'achètes, quoi, tu vois, mais qui a une expérience de vie très limitée, c'est l'obsolescence en fait, tout bêtement, quoi. Tu peux mettre un truc un peu pourri dedans et tu sais que dans 2 ans, le truc il est cuit, quoi. Et encore 2 ans, je suis sympa, le truc il est cuit mort, quoi, tu vois. Et au lieu de te dire, tiens, je vais aller voir le service client, tu balances ton couteau, t'en rachètes un, et puis tu continues à acheter. Là, l'avantage ici, alors l'avantage et le désavantage pour moi, c'est que j'espère fabriquer les couteaux qui durent le plus longtemps possible, c'est une première chose, parce que moi je trouve ça cool en fait de me dire que le truc, parce que mon ego et mon narcissisme trouve ça cool de me dire qu'il y aura des trucs signés Ballerel dans 50 ans, pas du tout. Pas du tout, c'est que je me dis au moins tu vois un objet qui va durer et c'est cool, et puis l'idée de le transmettre et tout ça, j'aime bien, tu vois. Et puis j'aime bien aussi fabriquer dans le monde d'aujourd'hui des trucs où je sais que ça va durer. J'ai l'impression d'être un peu à rebours du monde contemporain qui dit achète, consomme, machin, tout ça. Là, t'en achètes un. Le désavantage, c'est quand tu as un pépin avec un client, il n'y a pas de service client pour faire tampon. Le service client, il est là devant toi, là, tu vois. Donc, il y a un pépin avec un client, tu as le positif et tu as aussi le négatif. Tu vois, tu n'as pas une espèce de nébuleuse pour gérer le problème. Donc, voilà. Bon, en même temps, c'est le truc d'être indépendant. Le truc d'être indépendant, c'est que tu as à la fois les bons et les mauvais côtés, que tu dois gérer seul, en fait. Ce qui est très cool, en fait, au final.
Enfin bon, bref, je me perds un peu. Il manque plus que je tape un peu sur la table et je pense que j'aurais fini de t'emmerder. Mes couteaux, j'ai l'impression qu'ils se... C'est quoi le terme? C'est que quand t'as besoin de les affûter. Ils sont désaffûtés? Oui. Ils coupent plus, quoi. Oui, j'ai l'impression que très très rapidement, ils coupent plus. Ouais. Est-ce que c'est parce que la lame est mauvaise ou... Non, c'est que déjà, la qualité de l'acier peut jouer. Il y a l'intensité de l'usage, si tu l'utilises souvent. Parce que tout s'use. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Aristote, quoi, tu vois, mais tout s'use. Tu es obligé de faire réaffûter tes couteaux. Si tu les fais réaffûter plus souvent ou trop souvent, ça peut être un problème de l'acier. D'accord. Sauf si tu l'utilises comme une psychopathe non-stop, à ce moment-là, c'est normal, quoi, tu vois. Ouais, pour découper les corps que je suis. C'est l'usure. Les corps, c'est pas... Les os, c'est chiant, mais c'est tout à fait normal. Tu sais, les pros, les restos, les bouchers et tout ça, ils les font affûter quasiment tous les 15 jours, quoi. Ok. Tu vois, mais en même temps, c'est leur outil de travail perpétuel. Ils coupent toute la journée, donc... Tu fais le test, en fait. Tu fais le test sur l'ongle. Regarde. Alors, je te le montre, ça tombe bien pour un podcast, comme ça, je vais pouvoir te montrer sur une vieille paire de ciseaux de papeterie à la con que j'ai. Tu poses la lame, en fait, aux 3/4 comme ça sur ton ongle. Ok. La lame de ton couteau. T'appuies pas, évidemment, il ne s'agit pas de se couper le doigt. De toute façon, c'est pas ce qui risque de t'arriver, mais tu poses aux 3/4, tu la déposes comme ça et tu pousses vers l'avant. Si la lame mord dans l'ongle et que le couteau glisse pas sur l'ongle, c'est qu'il est encore pas mal. Si tu vois que ça glisse comme ça tout de suite, c'est que ça mériterait bien d'être réaffûté. Tu peux checker comme ça en fait. Les affûteurs japonais, ils checkent. Alors ils ont les cheveux raides, ils n'ont pas les cheveux comme moi, quoi. Ils ont les cheveux hyper raides, donc c'est facile. Ils posent comme ça dessus et si ça glisse sur le cheveu, c'est pas bon. Et clac, si ça mord, c'est-à-dire qu'il y a un fil suffisamment fin pour que ça morde dans le cheveu. Et ils se disent, oh là c'est pas mal affûté. Ok. Voilà. Donc tu peux checker ça, ou les auditeurs, ils peuvent checker chez eux. Voilà. Et tu peux l'affûter avec quoi? Alors, le truc vraiment à la con, c'est, peut-être que des gens vont m'en vouloir après, mais bon, c'est le fusil. Ok. Le fusil. Ça se trouve partout. Ouais, puis mais ça affûte pas, quoi. Ah ouais? Non, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. J'ai pas d'action dans les compagnies anti-fusil, pas du tout. Ouais, c'est pas ça du tout. Le mieux, franchement, ça demande un coup de main, mais après, c'est un investissement qui va ça coûte 70 balles. Tu achètes les pierres à affûter, tu sais, qui font à peu près 20 cm de long, comme ça, sur peut-être 10 de large, qui font 3 d'épaisseur. Et c'est des pierres à eau. Donc tu te fais une petite installe dans ta cuisine, tu mets de l'eau dessus, enfin voilà, il faut les faire tremper dans l'eau pendant un petit moment, il y a tout un tas de petits trucs, mais une fois que tu as pris le geste, non seulement c'est agréable à faire, ça marche hyper bien, ça affûte super bien. C'est joli aussi, non? C'est assez beau. Non, puis en plus, tu as les mains dans la flotte, le son de l'affûtage est hyper agréable, enfin franchement c'est hyper... Moi j'aime bien, c'est assez reposant en fait. Alors évidemment c'est moins rapide que de foutre un coup de fusil, mais ça affûte la pierre, le fusil non quoi, ça affûte rien du tout. D'ailleurs ce qui arrive très souvent c'est que les gens, la question que tu me poses là sur l'affûtage, le problème du fusil, il y a plein de gens qui disent ouais, je comprends pas, le fusil avec mon fusil, ça marche pas, oui c'est normal, c'est pas fait pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu donnes un petit coup comme ça, en fait, ça amenuise l'angle de ton tranchant. C'est-à-dire que plus tu as d'angle dans ton tranchant, plus c'est coupant. Oui. Ok ? Donc, le fusil, il fait que travailler un tout petit peu au bout comme ça, mais il y a un moment, si tu veux refaire un angle bien sur un tranchant, tu es obligé d'enlever de la matière. Tu es obligé d'enlever de l'acier. Donc, il faut un outil qui permette de dégraisser l'acier. Le fusil ne peut pas faire ça. D'accord. La pierre, elle peut le faire. Le backstand peut le faire, enfin des machines-outils qu'il y a dans un atelier, oui. Mais en attendant, la pierre, pour chez soi, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. C'est un coup de main à prendre. Ce que je conseille aux gens, c'est en gros, tu as besoin de 2 trucs. Non, tu as besoin de 3 trucs. Tu as besoin du couteau. Non, attends. Tu as besoin d'acheter une pierre à 70 balles. Ouais. Qui va te durer des années, quoi. Donc franchement, un investissement minime, quoi. Un fusil, ça doit coûter 25 balles, donc tu vois. Tu as besoin de temps.
En même temps, on est en plein confinement, c'est pas le temps qui manque, on est chez soi, on peut prendre le temps, et puis c'est bien de prendre le temps aussi, c'est bien de ne pas courir tout le temps, ça n'a pas de sens, quoi. Surtout qu'on va tous finir au même endroit, probablement, donc pourquoi courir particulièrement, mais bon, voilà. Troisième point, Le Bon Coin. Désolé de faire de la pub pour Le Bon Coin. Le Bon Coin ou autre, où tu t'achètes des couteaux à la con. Tu achètes des lots de couteaux pourris sur lesquels tu t'entraînes. Comme ça, si quitte à déglinguer des couteaux, autant déglinguer des couteaux auxquels tu tiens pas. Moi, j'ai des tiroirs entiers où je m'étais entraîné à faire de l'affûtage, des couteaux que j'avais trouvés sur Le Bon Coin. Tu t'achètes des lots à 10 balles, t'en as 20. Mais c'est si compliqué que ça, l'affûtage? Ça demande ça demande de pratiquer et d'avoir un coup de main. Et toi, tu fais pas service après-vente affûtage? Je fais pas service après-vente affûtage, non. Je fais de l'affûtage, bien sûr. Tu pourrais proposer pour je vous fais 10 € votre couteau, je vous l'affûte. Mais je fais pas ça. Je fais 30 centimes le centimètre de lame affûtée. Ok. Ils arrivent, je prends ma règle, je dis bah voilà, c'est un couteau de temps, donc ça coûtera centimètre fois 0,3 pour les avoir en euros, et puis voilà la somme que les gens vont payer. Oui, donc tu le fais. Tu bien fais sûr, l'affûtage. bien sûr, absolument, j'affûte. Okay. Mais je ne le considérerais pas comme du service après-vente. Je considérerais que c'est un truc facturé, quoi. Oui. Tu vois? Oui. D'accord. mais bien sûr, évidemment, j'affûte. Okay. J'affûte, et il y a même plein de gens qui sont contents de se dire tiens, il y a quelqu'un qui affûte à Paris. C'est une des aberrations du truc, là je te le dis très sincèrement. Il y a plein de clients potentiels. Il y a un marché, pour parler grossièrement, à Paris, les restos, donc tous les pros, pour leurs outils de cuisine, leurs outils de service à table. Oui. Et les couteaux à table. Tous les pros, bouchers, poissonniers, les coiffeurs. Tu sais combien coûte une paire de ciseaux de coiffure? C'est énorme. Ça coûte entre 500 et 1500 balles. Une paire de ciseaux? Ça, le truc avec lequel on te coupe la moumoute, tu vois, avec une tronche de confinement. Ça coûte entre 500 et 1500 euros. Tu penses bien que quand tu dois faire affûter ça, le mec il fait gaffe. Oui. S'il le file à un affûteur qui lui déglingue sa paire de ciseaux, t'imagines ce qu'il perd. C'est-à-dire, il lui déglingue un ciseau, il est déglingué après, tu vois. Donc, le savoir-faire de ça, moi j'y touche assez rarement aux ciseaux de coiffeur. C'est un truc trop précis, trop délicat. Mais quelqu'un qui apprendrait à faire ça, juste ça. Des ciseaux de coiffure, qui se spécialiserait là-dedans, je pense qu'il aurait un chouette petit business. Ouais. Et en ce qui concerne les couteaux, c'est-à-dire le monde que moi je connais, il y a les outils de métier, les ciseaux à bois, les instruments de reliure, des trucs que tu peux retoucher. Parfois tu as un pet dans le tranchant, tu dégraisses la matière, tu refais, tu reformes, des trucs que moi je peux faire ici, ce qui évite de jeter l'objet, d'en racheter un, tu vois. Les outils peuvent vivre pendant très longtemps, hein. Tant que tu as de l'acier, tu as de l'espoir. Tant que tu as de l'acier, tu peux continuer à affûter, tu vois ce que je veux dire. Donc un outil peut durer très longtemps. Regarde les couteaux des grands-pères. Je sais pas si tu as déjà vu, les couteaux qu'ils avaient dans la poche, avec lesquels ils bouffaient, tu sais, quand ils prenaient des pauses et tout. Parfois, tu as des espèces de vieux bouts de lame, mais tout pourri, il reste rien, tout est... Parce qu'ils l'ont affûté pendant des années et des années, mais le truc, il continue à s'en servir, ça coupe, enfin, tu vois. Oui. Donc, l'affûtage, il y a un vrai marché. Ok, ça c'est hyper intéressant. Je te jure, juste en termes de business, il y a même un moment, quand ça avait du mal à décoller ici, les commandes et tout, je me disais, mais pourquoi je m'emmerde et tout? Je prends pas de loyer, je prends une bagnole, je suis en train de dérouler un business model là. Non mais sans déconner. Écoutez bien. Non mais sans déconner, quasiment quoi. Tu prends une bagnole, tu t'achètes une voiture, un utilitaire, tu mets tes machines dans le coffre de l'utilitaire, tu loues un parking avec un box, un truc qui se ferme. Tu vois, les investissements sont minimes quoi. Hein. En plus, tu peux les amortir, les bagnoles et tout, d'un point de vue comptable. Donc voilà. Tu as très peu de matières premières, tu as juste du consommable, c'est-à-dire des bandes, des pierres, des trucs comme ça. Et tu te fais les restos, les bidules et tout. Le ratio revenu-charge me paraît très honorable comme business. Ouais. Parce que ce qu'il y a sur le marché, c'est moi qui suis coutelier, mais qui ne suis pas rémouleur. Mais ça s'appelle rémouleur. Ça s'appelle rémouleur, absolument. Et à l'époque, il y avait les rémouleurs ambulants. Parfois, ils ont une grosse meule en pierre. Ils se baladaient dans les rues avec leur petit chariot et tout. Ils faisaient sonner la cloche. Les gens descendaient de chez eux. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gosse. Et pourtant, je suis pas né au Moyen-Âge, quoi. Quoique. Et les gens descendaient avec leurs couteaux. Le mec, tchac, 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 il les affûtait. Tu remontais avec tes couteaux. Et ils faisaient les rues comme ça, au fur et à mesure. Mais on a perdu des business models, en fait. Et ben ça, figure-toi qu'il y a encore des rémouleurs ambulants. Sauf que l'écho que j'ai des pros, c'est...
J'en ai connu, les mecs qui défoncent les couteaux, c'est de la daube et tout. C'est des trucs que moi, alors je suis pas là pour sauver le monde, c'est que moi je les rattrape ici. Parce que peut-être que j'ai plus le geste, parce que ça s'apprend, parce que ça se pratique, et parce qu'il faut faire gaffe aux outils des gens, puisque c'est leur business, quoi, tu vois. J'avais une anecdote, parce que je sais que tu adores les anecdotes, et puis je sais que dans tes questions que tu m'as filées, il te faut une anecdote. Alors je vais te raconter une première. Comme je fais du commerce de proximité quasiment, puisque je m'inscris dans un quartier, tu vois, et les restaurants du coin viennent faire affûter leurs couteaux ici, il y a la Ravigole juste à côté. Et ils avaient comme cuistot Mamadou. Donc Mamadou, il me dit « Ah, t'affûtes les couteaux, tout ça. » J'affûte les couteaux. Et il me dit « Tu vois, il me faudrait qu'ils soient un peu comme ça. » Il me parle des angles de couteaux. Je dis « Bon, écoute, je vois pas trop, Mamadou. Je te l'affûte comme tu me dis, puis tu me dis ce que t'en penses. » Il est là « Ah non, un peu plus comme ça. » Je reprends le couteau, je reviens. « Ah là, c'est bien. » Et en fait, il m'a dit après « Putain, j'avais mal au bras, à force de couper. Et maintenant, j'ai plus mal au bras. » Donc, j'ai dit à Mamadou, il faut que je me fasse rembourser par la sécurité sociale. Non, mais attends, mais pourquoi c'est tout con. Parce que tu forces, parce qu'il y a plein de gens. Quand tu as un outil qui ne coupe pas, et que toute la journée tu découpes, il y a un moment, c'est ton muscle qui en pâtit, quoi. C'est ton corps, c'est normal, c'est de lui dont tu te sers, en fait. Au bout d'un moment, tu commences à souffrir. Alors, quand un truc qui coupe, tu fais tchac, il n'y a même pas d'effort, en fait, si tu veux. La gravité bosse pour toi. Le couteau a un certain poids, il est coupant, tu fais ça, et la gravité appuie sur la matière et la découpe, quoi. C'est dingue. Et ouais, ça paraît con comme ça, parce que toi et moi, on coupe quelques trucs dans la journée, mais les mecs qui coupent non-stop, je peux te jurer qu'ils voient la différence, quoi. Mais surtout, je trouve que c'est le genre de choses qui... le mot que je cherchais, c'est émousser. Émousser. C'est une lame émoussée. Oui, ouais, c'est ça qu'on dit. Qui coupe plus, quoi. Oui, ouais. Mais en fait, une lame, elle s'émousse. Elle s'émousse. Elle s'émousse petit à petit, et on sent... Je parle avec mes voisins par... Salut. Oui, donc une lame, elle s'émousse, et en fait, comme c'est petit à petit, on s'en rend pas trop compte. Si, tu vois bien que tu forces plus. Oui, mais... Et des moments, tu te dis, oh, fais chier. À un moment, tu te dis, ah, mais aujourd'hui, j'ai mal au bras, c'est bizarre. Et là, tu fais, ah, c'est peut-être parce que... Mais ça vient petit à petit, quoi. C'est pas un truc que d'un coup, t'as cassé, et tu fais, ah mince, oui, c'est cassé. Absolument. Mais c'est pour ça que quand t'apprends à affûter chez toi, et que t'apprends à faire le geste tout seul et tout, régulièrement, t'entretiens tes couteaux. Parce que quand il est très désaffûté, tu as plus de boulot pour le réaffûter que quand il est un petit peu désaffûté. Ok. Tu vois ? Donc tu as tout intérêt à le faire régulièrement. Mais en fait, ça prend moins de temps, tu fais tchac tchac tchac, il est impec, tu vois. Et très vite, tu prends en fait goût et tu es content d'avoir des outils qui coupent. Parce que c'est plus pratique. Ouais. Tout simplement, c'est plus agréable aussi, quoi, tu vois. Comme quand tu as des ciseaux. Les ciseaux, c'est plus flagrant. Quand tu as des ciseaux qui ne coupent pas, et que tu es en couture, tu veux couper un bout de tissu que ça ne coupe pas, ça te fait chier, quoi. Là, même pour couper du papier, déjà, ça t'emmerde. Tu sais, il y a des moments où ça coince, le papier il froid, c'est tout. Bah, c'est la même chose. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai fait des cours de couture. Ouais. Et pendant le cours, il y avait les couteaux, les ciseaux pour couper le tissu, les ciseaux pour couper le fil et les ciseaux pour couper le papier. Ben ouais. Parce qu'elles disent non, il faut que le ciseau soit hyper affûté pour le tissu. Absolument, c'est pas les mêmes matières. Ouais, absolument. Et chez moi, j'utilise tous les mêmes ciseaux pour couper mes plantes, pour couper mon papier, pour couper mon tissu. Moi aussi. Qu'est-ce que tu crois ? Alors que là-bas, c'est très strict. Là-bas, quand tu es en mode pro, c'est normal. Ouais. Comme tu penses que tu vas pas chez un chef, en prenant le couteau chez un chef, chaque commis, tout ça, a ses instruments. Il prend pas le couteau du voisin. S'il prend le couteau du voisin, le voisin lui en prête un, mais à la con. Tu sais, il a dans son truc, il dit tiens, prends celui-là, il dit à la con. Mais c'est pas genre, c'est mes couteaux, ils sont pour moi, hein, c'est pas du tout du protectionnisme. C'est que c'est un outil de travail, il a une façon de l'affûter, de travailler avec et tout, qui est liée à lui, la façon dont son corps se dispose, quoi, tu vois. Donc, voilà. Ok. Je présume pareil pour les nanas de la couture. Alors, troisième préjugé, parce que là, qu'est-ce que c'est que ces parenthèses, Lisa ? Elles sont trop longues. Bah oui, mais c'est fou ça. Heureusement qu'on peut couper, quoi, parce que c'est fou. Troisième préjugé. Non, c'est le quatrième et dernier. Ah bon, mais non. Mais si. Vas-y, refais-moi. Mais non. Le troisième, c'était ça n'existait qu'au Moyen-Âge. Ah oui, c'est vrai. Le quatrième, c'est un coutelier ne fait que des couteaux. Un coutelier ne fait pas que des couteaux. Non. Un coutelier peut faire plein d'autres outils tranchants. Ça s'appelait à l'époque, il y a aussi un autre métier qui s'appelle taillandier, c'est-à-dire les outils taillants.
Mais moi, ça m'est arrivé de faire d'autres outils tranchants qui n'ont strictement rien à voir avec le couteau, quoi. Comme? Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait ça pour un de mes voisins artisans qui avait un ancien outil. Donc, il est ornemaniste, c'est-à-dire qu'il sculpte le bois pour faire des ornements. Ok. Tu sais, dans les grands anciens salons tout en bois, ou même pour les cadres, tu vois, les cadres en bois, voilà, ça s'appelle ornemaniste. Et il avait un outil, c'est pas une craponette, je sais plus comment ça s'appelle, je suis embêté. Donc c'est un espèce de petit ciseau à bois où tu tires comme ça et tu enlèves des tout petits copeaux de bois. C'est un outil tranchant qui n'a rien à voir. Alors, il y a une lame puisqu'il est coupant, mais il a une espèce de forme improbable. Il m'a ramené l'outil ancien, j'ai recopié l'outil ancien. Et lui me dit, tu vois, ce serait bien si le manche était un peu plus long sur celui-là, donc j'ai modulé pour que ça corresponde à ce que lui voulait. Tu vois, que ça soit telle longueur, tel truc et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des petits couteaux pour un plumassier qui est... ça s'appelle des couteaux à friser et des couteaux à parer, je crois, qui sont des outils pro, en fait, des plumassiers. Julien, ouais, je crois, qui est au viaduc des Arts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Couteau à huître, le couteau à huître, c'est un couteau. J'ai pas fait de ciseaux, c'est très particulier les ciseaux. C'est vraiment, c'est pas du tout la même musique, quoi. Bon, après, j'ai fait des trucs qui n'avaient strictement rien à voir avec la coutellerie, mais ça m'a fait marrer de le faire parce que j'aime bien. Il y a un mec qui arrive avec des bouts d'armure médiévale, tu sais, des grosses plaques d'acier. Paf, pose ça sur la table. Ouais, est-ce que c'est possible de polir ça? Parce que tu sais, ils font des bastons. Alors, ils ont des épées non tranchantes et tout, mais ils se déguisent tout en armure complète en acier, en grosse armure de plate, avec des épées, puis ils se tapent sur la gueule. Donc parfois, sur l'armure, il y a des jetons, parce que bon, évidemment, quand tu tapes sur la gueule, donc ils voulaient que j'enlève des rayures, que je les polisse, donc ça a fait une des parties. J'ai les polisseuses ici, donc je peux le faire, tu vois. Donc tu ne fais pas que des couteaux, tu peux faire des outils. Je peux faire des outils, absolument. Absolument. Okay. Il y a un quatrième préjugé que tu n'as pas abordé. Un cinquième? Ouais, un cinquième. Le couteau est un truc d'homme. Ah oui. Alors là, celui-là. C'est un truc de bonhomme, le couteau. C'est un truc de bonhomme. D'ailleurs, il y a une très chouette expression que je ne citerai pas à la radio, un rapport avec un attribut masculin et son couteau, que je ne citerai pas. Par décence, évidemment, par rapport à l'auditoire. Mais tu remarqueras que c'est un attribut masculin qui est dans l'expression, c'est pas un attribut féminin. C'est vrai que... Donc, tu vois, et on a l'habitude... En fait, en gros, il y a implémenté dans l'inconscient collectif un truc que le couteau, c'est un truc d'homme. Toi, on t'a offert un couteau quand tu étais gamine. Très souvent, tu offres ça aux garçons. Oui. Donc, je pense qu'il y a dans le couteau une symbolique du pouvoir, comme dans l'épée, il y a une symbolique du pouvoir chez les rois. Le pouvoir, c'est pas les femmes qui doivent l'avoir, tu sais bien. Bah oui, bah non, c'est pas possible. C'est un grand débat contemporain et moderne que non, c'est pas possible. Hein. Donc, inconsciemment, c'est un peu installé comme ça. C'est-à-dire que moi, je regarde quand tu fais des ateliers. Alors déjà, très souvent, il y a des noms de nanas en réservation et c'est des barbus qui débarquent. Donc, je sais que c'est pas les nanas qui viennent. Au bout d'un moment, au début, je me dis ouais, cool, il y a plein de nanas qui vont venir dans les ateliers. Rien du tout. Rien du tout. Donc, préjugé, le couteau est un truc d'homme. Évidemment que c'est pas du tout mon point de vue sur le sujet. Un outil n'est pas genré, quoi. Surtout que le couteau est un truc d'homme, sûrement, mais malheureusement, ou heureusement, qu'importe, c'est pas le sujet non plus, c'est souvent les femmes qui font à manger dans les foyers. C'est ce que j'allais dire. Absolument. Et elles font pas ça avec des fourchettes. Donc, j'ai parfois des femmes aux ateliers, et je suis très content d'avoir des femmes aux ateliers, et je regrette de ne pas en avoir plus. Et j'ai même eu une fois, mais c'était vraiment exceptionnel, j'ai eu une fois une nana dont c'est le mec qui lui avait offert l'atelier, et elle est restée en couteau pliant. Alors, en couteau de table, ça m'arrive d'avoir quelques femmes, mais c'est pas du tout la majorité, j'en ai connu, ça représentait un quart de la population qui fréquente l'atelier. Couteau pliant, ça fait 1%. Je dis, tu regardes l'expression dont on parle, il est parti avec ça et son couteau, tu vois bien que ça concerne que les hommes, quoi. Ouais. Tu vois, donc... Amis féministes, détournez cette expression. Je ne vais pas, moi, la détourner aujourd'hui, vous la détournerez comme vous voulez. Non, mais tu vois, c'est pas du tout anodin. Ouais. Et je pense que c'est lié à la symbolique du pouvoir.
Très intéressant, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce. Moi, je pensais que c'était le premier que tu allais tu vois, parce que pour moi, c'est oui, le premier qui me parce vient à qu'en plus, l'esprit. j'ai tendance à un peu féministe, alors j'aurais dû penser, mais non. Et oui, mais enfin, puis moi, je parle d'expérience par rapport aux gens que je vois, et pour le moment, je me dis, mais t'es quand même bizarre cette histoire. Ça, plus quand je vais au salon de coutellerie, où je vois 99% de couteliers. Ouais. Très peu de coutelières. Charles, on va passer au vif du sujet, Ah oui, qui est ta life. Nous, on veut savoir qui t'es. Mais qui est Charles? Ouais, mais qui est Charles? Mais qui est Charles? Mais où est Charlie? Mais où est Charles? Mais où est Charles? Alors Charles est dans un atelier de coutellerie ici. Charles est artisan coutelier depuis 3 ans. Écoute, je suis installé ici depuis mai 2017, donc 3 ans et demi. J'étais dans l'audiovisuel avant. J'étais donc derrière un ordi, et puis j'en ai eu marre, j'avais envie de fabriquer quelque chose avec mes mains, quelque chose de concret, voilà. Donc je me suis mis pas dans la coutellerie, j'ai essayé. Alors, je suis allé sur le site de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, parce que j'étais attiré par la matière, alors ça c'était sûr. Et ils ont tout rangé par matière, et je me disais, bon alors, la pierre, le verre, le métal, tu vois, il y avait une clé de rangement qui était bien, parce que par métier, parfois tu connais pas, par matière tu connais quoi. Et donc, il y avait la pierre qui m'intéressait bien, mais tailleur de pierre, tu fais que du patrimonial, donc tu t'occupes que des vieux trucs. Alors c'est sympa, mais ça manque de créa, quoi, tu vois. Donc ça m'embêtait un peu. Puis t'es dehors tout le temps, donc c'est sympa, mais oui, un peu frisquet. L'acier me tentait bien, et dans l'acier, il y avait la ferronnerie ou la coutellerie qui me tentait bien. Donc, j'ai fait un stage d'1 mois et demi chez un ferronnier, je trouvais ça super cool et tout, ça m'a appris plein de trucs, et puis j'ai fait une semaine d'initiation à la coutellerie, et j'ai fait, en fait la coutellerie c'est mieux. J'étais parti pour faire des épées, puis en fait, avec une espèce de vieux rêve de gamin, de chevalier, tout ça, ces trucs à la con. Et puis en fait, j'ai fait des couteaux, et ça m'a bien plu, donc j'ai fait un couteau régional pour Paris, et puis après c'est parti comme ça, quoi. J'ai fait un Kiss Kiss Bang Bang pour vérifier que cette histoire de couteau me faisait pas marrer que moi, mais que c'était quasiment moins pour lever de l'argent que pour sonder le marché, en fait, pour parler grossièrement. Oui. C'est-à-dire en me disant, bon, j'ai fait le petit parisien, youpi, ça me fait marrer, les vaisseaux de Star Wars, tu vois, tous les trucs, les conneries, quoi. Mais est-ce que les gens vont mettre de l'argent pour acheter cette connerie, petit parisien? Et en faisant Kiss Kiss Bang Bang, ça a levé 9 000 €, je crois. Et ton objectif, c'était combien? 5 000. Mais j'avais un objectif volontairement pas très haut, en fait. Alors, c'était des préventes. Certes, il y avait pas mal de potes là-dedans, mais les potes, ils m'ont pas filé 180 balles pour mes beaux yeux, quoi. Ils voulaient quelque chose après, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, donc ça intéresse, donc ça vaut le coup de lancer la coutellerie, enfin, tu vois, et c'est parti comme ça. Je l'ai pris comme un testeur, en fait. Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'en parle de plus en plus aux artisans, de dire, mais les campagnes de crowdfunding, c'est une belle opportunité pour vous, notamment si vous voulez développer des collections, de ne pas faire d'avance de trésorerie. Absolument. Et ça, c'est... Et ça permet de... C'est même pas tu payes pour voir, parce que tu ne payes pas pour voir. C'est comme au poker, sauf que tu vois sans payer. Ouais. Tu fais le test. Ça prend du temps, faut faire un peu de com, patati patata, mais ça, c'est rien. Et si ça fonctionne, tu dis, en fait, ça c'est bien. Ouais. Et en effet, tu fais pas d'avance de trésorerie. Et donc, du coup, tu l'as fait que pour le petit parisien? Je l'ai fait que pour le petit parisien, avec comme volonté de, par le petit parisien, proposer aux gens de nous aider, parce que j'étais avec mon associé à l'époque, qui est parti depuis, de nous aider à monter une coutellerie à Paris. Il n'y en avait pas, d'artisans couteliers à Paris. Et c'est toujours le seul? Non, je suis plus le seul. Weekendoo dit que j'ai inspiré des gens. J'ai l'impression d'être maître Yoda. Oui, j'ai inspiré des gens. Tout petit et tout vert. Façon Star Wars. Ouais, c'est ça, oui. Oui, coutelier, tu deviendras. Non, maintenant, attends, il y a Sylvain. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est installé maintenant. Et il y a surtout une coutelière. Alors, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle s'appelle pas Anaïs, mais c'est un nom qui ressemble à ça. J'espère que si elle m'écoute, elle va me dire qu'il est con. Mais bon, et elle est pas loin. Elle est, je crois, à Ivry ou quelque chose. Non, elle est en région parisienne en tout cas. Donc, et des jeunes. Ils sont plus jeunes que moi, quoi, tu vois. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Okay. Donc ça, c'est cool. Donc tu as fait ta campagne pour le petit parisien. J'ai fait ma campagne pour le petit parisien. Ça a été une réussite. Et puis après, je me suis installé ici.
À la cour de l'industrie, puisque les gens ne voient pas dans le micro, à la cour de l'industrie, dans le 11e arrondissement à Paris, dans Paris Intramuros. En ayant fait le petit parisien. Je suis parisien de naissance, je suis parisien d'habitation, je m'intéresse pas mal à l'histoire de Paris. Et je fais un couteau régional pour Paris, tu vois, je me disais que ça ferait la blague, quoi. Ouais. Il y a dû en avoir historiquement des couteaux régionaux à Paris, mais aujourd'hui, il n'y en avait pas. Ouais. Donc j'ai fait un couteau pour Paris, quoi. Et il y en a un autre que t'as, donc c'est le puck. Le puck, ouais, absolument. Et t'as que deux, entre guillemets, deux modèles. Non, il y a le petit parisien de table, qui n'a pas la même tronche que le petit parisien pliant. Il y a le demi-lune, il y a ce qu'il y a sous ton ordinateur là, qui sont des recherches d'un ancien coutelier du XVIIe siècle, avec un modèle qui me plaît bien, que j'aimerais bien reproduire, en citant mes sources en fait, tu vois. Mais voilà, c'est un couteau qui était un coutelier à Paris aussi, à côté de la mairie. Enfin, maintenant c'est une rue qui a disparu, mais il était rue de la Tissandrie, qui est entre la mairie de Paris et la mairie du 4e arrondissement. Bref, quand ils ont percé Rivoli, ils ont défoncé toutes ces rues-là. Ouais. Et il est installé là-bas et il a laissé des planches avec des modèles et tout. Donc, c'est super ça. Ouais, donc tu vois, un truc un peu historico-patrimonial, parce que j'aime bien les bonnes histoires. Alors, ça me paraît une chouette histoire. Ouais. Donc, tu t'intéresses vachement à l'histoire du couteau. Oui, à l'histoire du couteau et puis aussi aux bonnes histoires, aux histoires que tu racontes aux gens. Ouais. Tu vois. Et c'est pas juste par marketing, c'est parce que je trouve ça cool, une bonne histoire. Et je suis pas le seul, je veux dire, les séries télé marchent bien parce que les gens adorent les bonnes histoires. Oui. Donc, bon, je digresse encore alors qu'on est tout speed, Lisa, c'est terrible. Donc, tu travaillais surtout avec des particuliers. Ouais, absolument. Visiblement, tu travaillais aussi de temps en temps avec des professionnels type artisans. Je travaille avec des restos. Ok. J'ai fait des couteaux. T'as fait des couteaux? J'ai fait des couteaux pour Pierre Sang, un de ses 3 restos. Oui. Pour le... Ah merde, j'ai oublié son nom. Le dernier qu'il a fait. Celui qui est dans le 9e? Non, pardon, oui, non. Le dernier qu'il a fait dans son lot de resto du 11e. Qui s'appelle... Laisse tomber, je vais voir qui flanche. Il y a 12, 13 couverts. Ok. Il est beaucoup plus petit, quoi, tu vois. Donc, les couteaux de ce resto-là viennent d'ici. J'ai fait les couteaux du Galopin, qui a réouvert à Sambre-et-Meuse, enfin tu vois, place Sainte-Marthe, là-haut. Et puis après, par rapport aux pros, il y a du service, c'est-à-dire l'affûtage. Oui. Je fais aussi des pros. Mais des particuliers, il y a des petites vieilles qui arrivent avec des pinces à ongles. Je te jure que c'est vrai, avec des pinces à ongles. Ouais, elle est toute désaffûtée, ma pince à ongles. Tu sais, les pinces à ongles, là, tac, tac, tac. Et elle demande de réaffûter des pinces à ongles, donc ça m'arrive de réaffûter des pinces à ongles. Bah, tu vois. Alors que nous, notre réflexe, c'est d'aller en acheter une autre, quoi. Mais tu peux l'affûter. Tant qu'il y a de l'acier, tu peux l'affûter. Ouais. Le réflexe, en effet, c'est d'acheter, mais c'est le réflexe que la société attend de toi. On te dit achète. On te dit vote aussi, mais on te dit souvent achète. On te dit beaucoup de conneries, en fait, en réalité. Mais acheter, ouais, parce que voilà. Est-ce que c'est un désir de faire plus particulier que professionnel? Ou c'est arrivé comme ça? Non, c'est arrivé comme ça. Puis en même temps, le côté commerce de proximité me plaît beaucoup, en fait. Le côté artisan commerçant à la médiévale me plaît vachement. J'aime bien. Parce que le côté que artisan, t'es dans ta grotte, tu te grattes les dessous de bras et tout. Je suis pas comme ça. J'ai pas foutu comme ça. J'aime bien avoir des moments comme ça, puis j'aime bien avoir des moments d'expansion où je suis en contact avec les gens. Et le côté commerçant, je trouve ça super cool. Quand tu fais des ateliers, c'est sensiblement un truc de commerçant. C'est-à-dire j'anime, tu vois, je transmets de l'information, Les deux me vont. J'aime bien faire. Je trouve que les deux sont importants, pour moi en tout cas. Tu vois. Et tu sais à peu près dans ton chiffre d'affaires combien représente le particulier et combien représente le professionnel? Non. Tu sais pas du tout. Non, je peux pas te dire. Je pense qu'il y a une majorité de particuliers. Ok. Ouais. Alors, après, précisément, je peux pas te dire. Mais... Parce que c'est sûr qu'il y a plein d'artisans qui disent alors oui, dans les faits, le particulier reste le moins rentable parce que tu peux faire moins de marge. Ouais. Mais il n'empêche que c'est des gens où, quand ils viennent vers l'artisan, souvent ils ont des histoires à raconter. Et si toi t'aimes les histoires, c'est en fait, les artisans qui adorent travailler avec les particuliers, c'est des artisans qui disent mais moi j'adore qu'on me raconte l'histoire de tel objet, de pourquoi il est important pour cette personne. Et, parce que je pense que c'est des artisans qui ont un côté commerçant, c'est-à-dire qui aiment aussi le rapport avec les gens. Ouais. Que tu as beaucoup moins avec les pros. Oui. Les pros, c'est des questions de tu vois, les devis, machin, les factures bidules, tout bien rangé. Tout est cadré, ouais. Tu vois, t'es payé à 30 jours, à 60 jours, 90 jours. Le particulier, t'es pas emmerdé avec ça, quoi. Oui. Le particulier, il a une demande. Tu lui fais voir l'atelier, tu lui présentes les matières, tu mets tout, t'étales tout, il dit ah ça j'adore, qu'est-ce que tu penses,
qu'est-ce que tu penses si on combinait ça et ça, tu discutes le bout de gras sur chaque truc, tu Ouais. vois, mais tu lui présentes l'intégralité de ce à quoi il peut prétendre. Et puis tu peux faire des propositions, tu dis tiens, ça j'aime, il dit oh non j'aime pas, t'as raison, t'aimes pas de problème, et ça qu'est-ce que t'en penses, voilà. À la fin il a l'objet que lui il veut. Émotionnellement, parce que je te parlais de la valeur émotionnelle de l'objet couteau, peut-être parce que c'est un objet qu'on a dans la poche, parce qu'en France il y a de la transmission, ce que je te racontais tout à l'heure, il y a de la transmission du grand-père qui offre le couteau, tu vois, il y a un truc familial, émotionnel. Avec les particuliers, tu l'as, ce truc émotionnel. Du haut de mes 46 ans d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir ça. Et quand il vient chercher son couteau, il est content du truc, du couteau final, parce que ça correspond à ce que lui voulait. Et il repart, il me donne un chèque parce qu'il est satisfait du truc qu'il a, et puis la messe est dite, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, c'est fini, quoi, tu vois. Ça y est, hop, bon, voilà. Et ben, je trouve que ce circuit court de satisfaction est pas mal. Moi, j'aime bien. Tu vois, c'est assez simple, Oui. c'est assez rudimentaire. Moi, je trouve ça cool. Et, Et le rapport humain me plaît aussi, évidemment. Ouais. Et ta communication, elle s'est faite comment? Elle s'est faite au bouche à oreille? Elle s'est fait le bouche à oreille. Elle s'est fait aussi que comme je suis un poisson exotique dans l'aquarium, pas moi Charles en tant que personne, moi en tant que coutelier à Paris, il y a d'abord des journaux locaux, le Bonbon, qui s'est venu, ah tiens, machin, coutelier, on va faire un papier dessus, puis du Bonbon TV5 Monde, puis TV5 Monde machin, puis tu dis, il y a un coutelier, ah bon, alors ils viennent, ah ouais. Donc tu as des télés qui viennent, donc tu fais le marsouin à la télé, tu racontes tes salades, c'est une forme de com, quoi, tu vois. Ça, tu es dans l'audiovisuel, donc tu dois avoir l'habitude. Ouais, c'est-à-dire que les caméramans trouvent que il n'y a pas besoin de faire 2-3 prises, quoi. En général, je fais une prise, j'ai raconté mes conneries, et puis c'est fini, quoi, tu vois. Et puis ça me fait marrer, en fait, j'aime bien, parce que narcissiquement, c'est agréable, primo, et en plus, tu sais que tu es un peu le poisson du mois. Oui. Tu sais bien que le mois d'après, il y aura un nouveau poisson, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un côté un peu drôle là-dedans, un peu dérisoire, en fait, que moi j'aime bien, quoi. Je trouve ça... Ah, je vous ai vu à la télé, monsieur. Tu dis, ah ouais, bon, bah écoutez, super. Il va falloir changer de programme quand même, hein, parce que il faut pas regarder n'importe quoi, madame. Non, mais tu vois, bon. Non, mais les reportages qui ont été faits, et sur la cour, parce que j'aime bien aussi que les gens viennent ici, comme ça je mets en valeur la cour, parce que je trouve que c'est un endroit sublime, et puis il n'y a que des artisans, enfin tu vois, c'est un super climat en plus pour bosser. Et intellectuellement, créativement, quoi. Je sais même plus ce que je disais, Lisa, bon, c'est pas grave. Les reportages qui sont faits. Oui, les reportages étaient très chouettes, ils étaient vraiment super. Oui, c'est vrai que. Et pas juste en mise en valeur de moi, hein, mais mise en valeur de l'environnement et tout, je trouve vraiment qu'ils étaient vraiment très très bien. Il y en avait un sur France 3 qui était vraiment super, sur Paname, ça s'appelle, qui était sur le quartier, ils ont fait un truc, ils ont fait une boîte de transformistes, ils ont fait la cour de l'industrie, ils ont fait le Bonjour Madame en face, qui est un café féministe. Et c'est ouais, ils avaient un portrait un peu, tu vois, à la fois traditionnel et puis un peu rock'n'roll du quartier, qui était assez amusant, un point de vue qui était marrant, surtout pour du France 3, quoi. Qui est très audimat de France 3, et très, voilà, très, plus de 45 ans, enfin voilà. Je crois que c'était celui de TV5 Monde que j'avais vu. Peut-être bien. Il y avait un gros reportage. En 2018 ouais, truc comme ça, oui, absolument. Absolument. Je crois que qui était vachement bien, dans un truc de luxe et tout. C'est une espèce d'émission un peu sur le luxe français. Il y avait tout un truc. J'étais là, bon d'accord. C'est chic. Il y avait Hermès à côté, je me disais, ouais, super. Enfin, voilà, oui, c'est assez drôle aussi. Ma grande déception, c'est de ne pas avoir été interviewé par Télérama. J'adorerais être interviewé par Télérama. J'aurais plein de trucs débiles à leur raconter, ça va être super. Genre la création du Petit Parisien, tu sais, blablabla, tout ça. Malheureusement, ils ne sont toujours pas venus, mais bon, Télérama, si vous m'entendez, venez. Peut-être un jour. Il me reste pour ça. Eh bien, on va passer à l'anecdote. Ah, oui, l'anecdote. La fameuse anecdote. Oui, alors j'en ai une très bonne. Non, j'en ai une super, écoute. Tu m'as pas spoilé encore. Non, ben non, t'as vu un peu ce sens du teasing, quoi, c'est incroyable. J'ai fait du pole dance quand j'étais ado. Donc, figure, je fais des ateliers ici. Mes créas sont inspirés, parce que c'est ma culture, des formes de la culture geek. Donc, le Petit Parisien, n'en déplaise à Télérama, et n'est pas inspiré par les couteaux des nôtres, l'histoire de Paris. Il s'avère que ça s'est recollé comme ça et que c'est très bien, mais c'est pas du tout le truc, c'est un vaisseau de Star Wars. Le Puck, il m'a été inspiré par un super-héros de Marvel. Donc, quand il y a des ateliers, je leur raconte l'histoire, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le Petit Parisien, parce que vaisseau de Star Wars, patati patata. Je raconte la fausse histoire, genre, oui, c'est une lame de marin en hommage aux nôtres. Tu vas peut-être la raconter, la fausse histoire, parce que alors, moi je l'ai eu, mais... Ah oui, pardon, la fausse histoire, c'est que le Petit Parisien, ayant une lame de marin, je raconte, en assumant de dire que c'est une fausse histoire, c'est un mensonge, je raconte que sa forme de lame de marin est un hommage aux nôtres,
qui était une corporation de marchands, alors pour le coup ça c'est vrai, il y a vraiment les nautes ont existé, il y a un pilier des nautes au musée du Moyen-Âge à Cluny-la-Sorbonne, en hommage aux nautes qui étaient des commerçants et des navigateurs sur la Seine. C'est d'ailleurs leur bateau qui est sur le blason de Paris depuis le XIVe siècle au moins. Donc tu vois, ça symbolise Paris, donc il devait être assez puissant, ça symbolise Paris depuis cette époque-là. En hommage à ces mecs-là, j'ai fait une lame de marin. Ça c'est la fausse version. La vraie version, c'est qu'il y avait un vaisseau de Star Wars dont le profil me plaisait beaucoup, d'un jeu vidéo des années 90 que personne ne connaît à part moi, et que, parce que figure-toi, quand je dessine ça, les mecs se disent, ça serait pas dans l'épisode 4, le vaisseau de machin, je dis non. Et bon, tu vas comprendre, je vais en arriver à l'anecdote. Donc, il y a ce truc de Star Wars, et le puck m'a été inspiré par un super-héros de Marvel, d'un groupe de super-héros que personne ne connaît. Mais personne. C'est vrai qu'en regardant le puck, je le vois pas. Et non, mais... Et pourtant, j'en connais un peu. Et bien, figure-toi que il y a une fille de Weekendo qui m'appelle et qui me dit, mon père s'est inscrit à un atelier, voilà, est-ce qu'il peut venir avec sa corne de cerf pour faire le manche? Je dis, viens, qu'il vienne avec, et puis on voit quand il a si c'est travaillable ou pas. Parce que ça dépend de plein de données, savoir si elle est suffisamment dense, bref. Et un type arrive, il a 65 ans, et je lui parle du puck. Je parle du puck aux 4 personnes qui sont en face de moi. Je dis, ouais, bon, le puck, c'est un super-héros de Marvel, un groupe que personne ne connaît et tout. Puis il me dit, ouais, c'est la division Alpha. Je dis, putain. Et il me dit, dans la division Alpha, il y a machin, bidule, les trucs mouches. Il me cite les putains de super-héros qui sont dans la division Alpha. Un type de 65 ans, donc il a 20 ans de plus que moi, et un putain de vieux geek, quoi. Et je me disais, mais c'est merveilleux, quoi. Un mec, il sait ce que c'est, il connaît le puck, le super-héros, putain. J'étais sur le cul, quoi. Ah, c'est devenu mon pote instantanément. Toi et moi, on sera amis pour la vie. Non, mais on a parlé de Marvel pendant toute la putain de journée, quoi. Et l'autre mec qui était un nouveau retraité aussi, de 65 et des poussières, c'était un fan de Star Wars. Donc, j'ai passé une journée admirable. J'ai parlé de Star Wars et de Marvel toute la journée, c'était trop cool, quoi. C'est ma meilleure vie. Ah, c'était... Meilleure que la naissance de mes enfants. Je suis sorti, j'ai fait, ouais, c'était super, c'est sûr. Ah, mais je suis tombé dans ses bras, j'ai fait, ah, c'est super, tu connais Puck, c'est super, voilà. Donc voilà, mais ça c'est une anecdote qui n'a pas grand chose à voir avec le métier réellement, ça, c'est humainement. Non, mais c'est une anecdote sur les rencontres. Absolument, comme quoi tu penses que tu es complètement dans ton monde et complètement à côté de la plaque. Oui, en fait, c'est non. Et d'ailleurs, bien souvent, je dis Puck, mais bon, un groupe que personne ne connaît, et puis les gens ils disent pas, dis-nous qui c'est, ils disent oui, c'est bon, on connaît pas, puis fous-nous la paix, on s'en fout, quoi, en fait. Oui, c'est Marvel, allez. Non, c'est ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment la dernière anecdote vraiment chouette, quoi. Très belle anecdote. Alors, il reste 4 questions. Ouais. On n'est pas obligé de toutes les faire. Il y a une question sur les principaux challenges que tu rencontres, approvisionnement, matière, vente, délai, communication, etc. Ouais. Une question sur tes projets actuels, une question sur tes projets futurs et une question sur comment tu vois l'artisanat d'art. L'avenir de l'artisanat d'art. Sachant que l'avenir de l'artisanat d'art, elle peut être très courte. Genre, moi, je pense que ça va revenir, mais j'aimerais bien l'avoir. Bah écoute, moi, alors peut-être que tu veux me poser la question sur l'artisanat d'art avant que je me mette à parler. Je pense que les gens faisant de plus en plus de boulot à la con. Alors là, je te vais parler de la main. Attends, du coup, tu veux qu'on passe du temps sur la dernière question, c'est ça? Ok. Ouais. Attends, je te pose la question. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Bah, Lisa, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce filage là? Je sais pas, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est quoi cette idée de partir à 4 heures aussi? Du coup, j'en viens à la dernière question, Charles. Bouge pas, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour moi de courrier. Tiens. Ah, mais voilà, il me fait perdre du temps aussi. C'est moi, merci, salut. C'est hyper important. Bon, ouais. Ça a collé. Hein? Ah, c'est une nouvelle plaque. Ah! La plaque avec les trucs de pinard, avec les capuchons de pinard, tu vois. Franchement, ça rend bien. Hein. Alors, ça va être poli et tout, hein, tu vois, mais... Est-ce qu'il faudrait pas que tu les découpes? Bah, je peux pas... En fait, je vais faire le test, Lisa, en découpant en tas. Ouais. Et je vais voir ce qui sort ou ce qui sort pas. Ouais. Mais bon, bref. Alors, attends, on répond à cette question. Oui, parce que c'est pas tout ça, mais... Hein.
Du coup, j'en viens à la dernière question, Charles. Oui. C'est comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art? Bah écoute, avec les gens que... Alors, je vais peut-être pas parler de l'artisanat d'art précisément, je vais peut-être parler plutôt de la main en général. Ok. L'utilisation de la main, dans lesquels il y a les artisans d'art évidemment. Parce que il y a deux trucs. Il y a le système éducatif français qui a depuis des décennies en réalité, parce que j'ai interrogé plein de gens de plein de générations différentes. J'ai eu des vieilles nanas de 85 ans, j'ai des petits jeunes qui veulent des stages qui sont en troisième, qui me demandent « mais si on peut... » Je les interroge à chaque fois. Il y a toujours, dans l'éducation française, un mépris pour la main, que moi j'ai connu quand j'étais au collège, que très probablement tu as connu quand toi tu étais au collège, même si on était une génération, on a pas mal d'années d'écart, qui est, si t'es pas bon, en troisième par exemple, on va t'orienter vers un métier manuel. Donc la main, c'est pour les caves. C'est ça le message qu'on te transmet. Ce mépris pour la main est très dommageable, parce que primo, la main n'est pas à mépriser, la main est un outil absolument admirable, de précision, de sensation, de sensibilité. Enfin, c'est fou ce que l'homme peut faire avec ses mains. Et puis, ce que l'homme peut faire de choses inutiles avec son cerveau est assez étonnant aussi. En revanche, et puis, pourquoi se séparer de choses qui n'ont pas à l'être, quoi? Se servir de sa main, ça ne veut pas dire que tu es débile. Si ta tête, t'es utile. Alors, dans les métiers d'art, encore plus, puisqu'on parle de notions artistiques. Mais là, pour le coup, métier d'art, c'est 100%. Mais même l'artisan lambda, même le plombier, se sert de sa tête pour résoudre des problèmes et tout, il sert de sa tête. En revanche, un intellectuel, il peut ne pas se servir de ses mains. C'est embêtant de ne pas se servir de ses mains, surtout dans le monde réel. C'est très embêtant. Donc, le mépris pour la main d'un côté, et de l'autre côté, je vois dans les ateliers ici, j'interroge tout le temps les gens qui arrivent pour leur dire qu'est-ce que tu fous dans la vie. C'est quoi votre boulot? C'est quoi? Enfin, moi je tutoie les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens qui viennent faire des ateliers. Les jeunes qui viennent faire des ateliers. Et je m'aperçois qu'en fait, les trois quarts, je suis gentil, quoi. Tous, ils ont, mais je le sais, quoi, des boulots à la con. Des boulots, alors ce que j'entends par boulot à la con, c'est-à-dire pourquoi je bosse. Qu'est-ce que ça me procure comme satisfaction? Parce que le travail n'est pas nécessairement une torture. Enfin, tu vois, Alors, c'est la définition même de travail. C'est un outil de torture à la base. Absolument, c'est un outil de torture. Donc, le mec qui a baptisé ça comme ça est soit un très grand cynique, soit il se fout ouvertement de la gueule de tout le monde. Je pense. Ou il estime qu'on ne parle pas le latin, tu vois. Mais en effet, par exemple, je crois que c'est Tripalium qui est un outil de torture. Mais pourquoi ça ne procurerait pas du plaisir? C'est le fond de la question, quoi, tu vois, ou de la satisfaction déjà. Mais les trois quarts qui viennent ne sont pas satisfaits de leur boulot parce que il y a ce vieux mépris de la main où on t'a dit c'est bien de faire des études supérieures, c'est bien d'avoir un bac plus 35 000, c'est bien, je sais pas quelle connerie débile qui n'a pas de sens, qui peut avoir un sens quand tu es ingénieur et que tu conçois des objets, tu vois, et des mécaniques, des trucs, mais pour plein d'autres gens, c'est pas nécessairement ça vers quoi ils doivent aller, quoi. Quand ils viennent ici pour fabriquer un couteau, c'est pas juste fabriquer un objet coupant qu'ils viennent chercher. En réalité, c'est pas juste me rencontrer moi qu'ils viennent chercher. Ils viennent reprendre contact avec leurs mains. Donc, pour répondre à ta question sur l'avenir des métiers d'art, je pense que cette frustration que moi j'avais eue d'être frustré de rien foutre avec mes mains. De la reconversion. Absolument. Donc la frustration que j'avais avec les mains, je la vois en eux, je la comprends. J'ai l'impression de parler comme un je la vois, non mais je la vois, je la comprends et parce que je la connais en fait. Et ils ont la satisfaction d'avoir fait quelque chose avec leur mimine. Donc quand ils me demandent est-ce que le couteau il est bien, comme si j'étais une instance de savoir si un couteau était bien ou pas bien, c'est pas la question en fait. La question c'est savoir, c'est ce que je leur dis, est-ce que toi tu es content de ce que tu viens de faire? Satisfait de ce que tu viens de faire? Est-ce que ça t'a procuré du plaisir de fabriquer ce putain de truc intellectuel, manuel, créatif? Et bien souvent ils sont très contents d'avoir fait. Donc c'est aussi ça, sans même je pense le savoir, même inconsciemment ils ne le savent pas, ils ont la satisfaction d'avoir fait quelque chose, bien ou pas bien, là n'est pas la question, avec leurs mains. Donc je pense que l'avenir de l'artisanat d'art, si on arrête de mépriser la mimine, messieurs les ministres de l'éducation, merci d'écouter, la main n'est pas méprisable, la main est tout à fait honorable, c'est un putain d'instrument. Quand tu bosses en coutellerie, même quand ils viennent en stage, je leur dis ne te fie pas à tes yeux. Il y a des motifs sur le bois, tes yeux peuvent être trompés. Tes doigts, ils perçoivent tous les petits défauts d'une matière. Tu passes comme ça, tu perçois la granulosité de la matière, la chaleur, tout un tas de trucs juste là, avec ça. Tu en as 5 en plus, c'est fabuleux. Je te jure, c'est un truc fou.
Si tu arrêtes de la mépriser, je pense qu'il y a des gens qui naturellement iront vers ces filières-là. Oui. Et c'est bien, c'est des petits commerces à échelle humaine. On voit bien que, alors maintenant on va parler politique, mondialisation, mais on voit bien que les grands groupes qui prennent plein d'argent, qui n'en ont rien à foutre des individus, qui pensent juste que toi et moi on est des portefeuilles, c'est-à-dire 95% des objets qu'on te vend dans le monde, les gens ils en ont peut-être un peu ras-le-bol. Ils sont peut-être contents d'avoir un truc, tu sais, une relation humaine dont tu parlais tout à l'heure. C'est pour ça que l'anecdote que je t'ai citée tout à l'heure est un truc de relation humaine, tu vois, parce que je me rends compte que pour moi, ça va avec l'artisan commerçant dont je te parlais tout à l'heure, c'est la même chose en fait. Ça va avec le commerce de proximité, enfin, tu vois. Mais je souris, Charles, parce que je suis... Mais vraiment, je pense... Je ne peux pas faire plus d'accord Ah, pas tant mieux. que moi avec Mais toi. non, mais c'est vrai. Et en fait, t'es mauvais, ben fais un CAP. Ouais. Ou fais un bac pro. Fais un bac pro de tes mains. Mais c'est pas ça. Enfin, l'intelligence des mains, comme tu dis, on l'a mais dénigrée pendant très longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a plus d'artisans. C'est parce que être artisan, c'était la honte. Absolument. Et c'est un boulot alors pour les que... caves. Voilà. Tu sais, j'avais lu une interview de Warren Buffett. Tu vois, Warren Buffett, c'est un milliardaire américain. Il a été invité dans une grande université américaine et dans le département commerce de l'université américaine en question. Et il se met devant tous les jeunes loups là, qui sont prêts à vendre des trucs, qui pensent en termes de business model et patati patata. Il leur dit, ce que vous apprenez ici, c'est de la merde en fait. C'est de la connerie. Devenez plombier. C'est ça qu'il leur a dit à tout le parterre de gars là. Alors c'est de la provoque, évidemment, mais c'est pas inintéressant. Ça veut dire que on est bien d'accord que tant que tu auras besoin d'un tuyau pour faire passer l'eau ou un gaz ou n'importe quoi d'un point A à un point B, tu auras besoin d'un plombier. Quand tu as une fuite chez toi, tu es bien content qu'il y ait un plombier. Donc, tu peux être plombier, être très content. En plus, tu es indépendant, tu gères ton business comme tu as envie. Tu fais du commercial, tu te sers aussi de tes mains. Et là, je te parle pas d'artisanat d'art. L'artisanat d'art, c'est très noble et tout ça. Mais juste l'artisan. Ouais. Moi, je ne me considère pas comme un artisan d'art. Je me considère comme un artisan, c'est déjà bien. L'artisan, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, à partir du moment où tu transformes la matière première avec tes mains, tu es considéré comme artisan. Donc, tu vois, Warren Buffett, derrière la provoque, il y a un truc très pragmatique qui est, c'est bien d'apprendre tout ça, mais le plombier... Ça reste quand même... c'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à transporter l'eau avec la pensée, c'est-à-dire sans tuyau, par télékinésie, je pense qu'on aura toujours besoin... Ou de faire un robot qui est capable de faire le travail d'un plombier. Ce qui, je pense, est loin d'arriver. Ben ouais, parce qu'il devra résoudre tout un tas de problématiques que les plombiers ont à faire, c'est-à-dire comment est aménagé l'appartement. Attends, putain, là il y a un truc, là il y a machin, comment je vais faire pour passer ça? Il y a que, pour l'instant, à moins que l'intelligence artificielle devienne tellement développée qu'elle puisse gérer ça, la capacité d'improvisation, c'est-à-dire comment gérer les embûches. Et quand tu vois les vidéos des robots et tout, comment ils gèrent les embûches, je pense que le plombier a encore de beaux jours devant lui. Je pense aussi. Voilà. Alors qu'il y a des robots qui savent faire des docs Excel tout seuls. Ben c'est bien, Voilà. c'est très chouette. Voilà. C'est bien, on va pouvoir vider les bureaux comme ça. Voilà. C'est parfait. Lisa, ouais. est-ce qu'on est bon? Oui, on est Il va falloir que je file. Pas de souci. Et ben merci beaucoup Charles Je t'en prie. pour ce moment très agréable. On a parlé féminisme, on a parlé politique, on a parlé capitalisme, on a parlé un peu coutellerie aussi. Oui, un peu. On a parlé Star Wars, tout va bien. On a réglé tous les problèmes, tout est bon. C'est réglé. Tant que tu as communiqué sur les points importants pour toi. Ben voilà, C'est donc qu'on a je communiqué communique. J'ai dit des conneries que j'avais à dire. Mais voilà. Et ben trop bien, merci beaucoup Bien, Charles. je t'en prie. Et puis à bientôt. Ben voilà, bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Charles vous aura inspiré. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.